on peut couper la tête après coup, mais au moins la couper déjà dans ce sens-là, une fois qu'on a enlevé la flûte. Tu vois, la couper de moitié, ici. Et pour finir, après tu la détaches complètement, on la remontera après. En n'ayant pas peur de couper la jambe là, tu vois. Une moitié ici. On coupe cette fesse, tu vois, là, en deux. De manière logique. Là, on est déjà coupé en deux, hein, par le truc au milieu. Voilà, celle-là, c'est assez clair, tu vois. Ça, c'est le morceau difficile. Le but d'un sculpteur, c'est de définir un espace autour d'un volume ou un volume dans un espace. C'est par accident que je fais des choses de 3 dimensions en me servant d'objets. Alors, je suis une espèce de parasculpteur. Je connais les lois de la sculpture, je connais les données de toute œuvre en 3 dimensions. Mais ce que je fais ne devient sculpture qu'après coup. La conception est d'abord ou du changement d'objet, ou de l'accumulation d'objets, ou du transformation d'objets. Même quand j'emploie de la sculpture classique, grecque, romaine ou autre, je les considère, ou des objets, on peut dire la Statue de la Liberté, ou la Tour Eiffel, tout ça sont devenus, dans les yeux du public, non plus des dieux, des déesses ou des symboles, mais surtout presque des objets de grande consommation paraculturelle. Ils sont devenus objets. On retrouve des petits David en plâtre dans les supermarchés, ou des tours Eiffel partout, ou des statues de la liberté. Ils échappent complètement à la seule définition artistique. Ils sont devenus objets de consommation. Et c'est pour ça que je me permets de faire des interventions dessus, comme je le ferai sur une machine à laver, une voiture ou un aspirateur. Non, ça me plaisait avec des fils qui pendent un peu partout. On peut le mettre, on le met, les On peut les mettre. Ça, il les faut noirs. Et si on le fait, j'ai pensé de faire, et si on fait la sculpture noire et les téléphones blanches, comme les téléphones bianchi en Italie, dans la période du fascisme, c'était les téléphones blancs. Oui, aussi, en France aussi, on en a beaucoup. Donc, comme ils étaient pas, on peut faire les téléphones blancs et la sculpture noire. Et avec tous les fils qui tombent, qui ressortent de partout, ça va être une beauté fabuleuse. Oui. Et ça, voilà, tu vas être content. Ça regarde-le dans tous les sens. Oui. Tu le regardes à droite, à gauche. Non, fais de force. Regarde ça. Et alors, il faut 2 tailles de réveil pour la faire. Il faut trouver des Chinois, là, la petite taille et la grosse taille. Oui. Mais on les trouve en grosse ça, on quantité. le met vrai quand même. Parce oui. Ça. En plus, ça se soude très bien. C'est une attitude qui, suivant les objets, va d'une attitude dadaïste, surréaliste, cubiste. Ça dépend du côté final. Mais naturellement, d'une manière générale, l'objet est toujours présent. Avant 1954, je faisais de la peinture un peu à la manière de Polyakov ou de Dostel. Avant, j'avais fait de la peinture figurative. Je ne m'étais pas trouvé, je faisais ce que 2000 peintres faisaient à l'époque quand on faisait de l'abstrait. 2000, 10 000, je ne sais pas. Je me suis trouvé un langage, dans le fond, étant fidèle à moi-même, avec ce goût d'amasser, d'accumuler, de collectionner les objets. Je finis par lui donner un langage artistique. Mais ma nature profonde était justement d'amasser, d'accumuler, de mettre ensemble des séries d'objets. Déjà quand j'étais jeune, et dans ma famille. C'est ma grand-mère qui était accumulatrice. Elle mettait de côté tous les bouts de ficelle, les capsules, les bouchons, les choses comme ça, des courses qu'elle faisait. C'était rangé par année. J'avais bouchon 1921, bouchon 1922, bouchon 1923 dans des boîtes. En plus, comme mon père a tenu un magasin, il a tenu un magasin de meubles et puis un magasin de brocante, aussi tous ces objets qui sont passés par les mains, tous ces objets usés, tous ces objets que les gens collectionnent, etc. Ça m'a certainement aussi marqué.
Je sais reconnaître les objets, leur âge, leur usage. On me consulte souvent pour ça, même trop. Je pense que j'ai acheté le premier masque africain, je ne me rappelle plus si c'est 54 ou 55. Après avoir eu une très belle exposition avant, je ne savais pas ce que c'était. Je trouvais que c'était horrible parce que ce que j'avais vu avant, c'était ce que les gens rapportaient eux-mêmes. Tandis que là, nous parlons d'un art, de cultures qui ont disparu. Qui ont disparu avant la guerre de 14 ou avant. En 1959, nous fréquentions tous une galerie qui s'appelait Galerie Europe. Alors c'était devenu, vers les 4-5 heures de l'après-midi, un endroit où on allait boire un coup, tous discuter, et tous les, que ce soit Tinguely, Yves Klein, moi, César, on passait tous par là. Et c'est là que j'ai amené, en 1959, la première poubelle que j'ai faite, pour la montrer à Pierre. Je l'avais faite avec les déchets pris dans la poubelle de ma belle-mère où j'habitais quand j'étais à Paris. En 1955, j'étais à la galerie du Haut-Pavé en train de discuter pour mon exposition, et j'étais avec Yves Klein, et Pierre est passé, puis je les ai présentés l'un à l'autre à cette occasion-là, et ça a changé la vie de Pierre d'ailleurs, et ça a changé la vie de Klein. Un jour, César me dit, écoute, tu fais Étrange plate, on devait être en octobre ou novembre, il me dit, j'ai quelque chose à te montrer, on était en 59. Il m'amène à son très joli, petit mais très joli atelier de la rue Campagne Première. Et là, sur la cheminée, il y avait 2 compressions, pas très grandes, à peu près comme ça, 50 cm, une faite avec des décolletages de cuivre et l'autre avec de la petite robinetterie de cuivre. Alors j'ai dit ça à Restani, qui est allé le voir et qui l'a convaincu. Et en mai 60, César montre 3 grandes compressions de voitures au salon de mai et fait un gros scandale. Et César bascule d'un seul coup dans les nouveaux réalistes et devient notre locomotive. Quand on signe le manifeste, il n'était pas présent au jour de la signature, mais il a contresigné après le manifeste du nouveau réalisme. Voilà comment César a débarqué dans le nouveau réalisme. Il y avait les Parisiens qui étaient des arracheurs d'affiches, il y avait les Suisses avec Speury, Tinguely, Niki de Saint-Phal, et il y avait les Niçois. Et après, c'est rajouté Deschamps, c'est rajouté Christo, pas longtemps, Rotella. Le tout, il y a eu un moment très artiste. Et puis tout ça s'est effrité très vite. Avec la maturité, le succès, chacun est rentré dans son château. Quand on est jeune, on a besoin de se serrer les épaules, on a besoin de se sentir plus solide, moins seul. Même si on est très dissemblables. Il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre Yves Klein et Speury. Il n'y en a pas beaucoup, mettons, entre Niki et moi, dans certaines expressions. Mais néanmoins, nous étions copains et on se serrait les coudes. Et on avait de l'estime. On ne peut pas avoir de l'amour pour l'art de l'autre, sinon on ne ferait rien. Mais nous avions de l'estime les uns pour les autres. César, il dit toujours, je suis un ingénieur. Il dit qu'Armand, c'est un ingénieur. Parce que j'arrive à penser mes travaux avant de les réaliser. Et lui a une idée générale, et il fait c'est pas plus mal, Picasso aussi travaillait comme ça. Il rajoute, il change, il enlève, il remet. Un travail peut ne pas ressembler du tout au point final, au moment où il a commencé. Pour moi, en général, j'ai une vision à 80% du résultat. J'étais à l'époque entre 2 ou 3 choses, et surtout je faisais une peinture para-abstraite, un peu dans une mixture de Poliakov et de Stel, qui était honorable mais sans plus. Que 2000 personnes faisaient la même chose en même temps. Et en même temps, j'avais commencé à faire des petits cachets, des petits tampons et tout. Et une critique de Pierre, toujours dans Simès, dit « Oui, et par contre, une peinture honnête, tout, mais par contre, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans cette exposition, ce sont les œuvres faites avec des tampons encreurs et répétitives. Et j'aimerais bien voir Armand se laisser aller avec ce médium dans de grandes tailles. » Et ça a été l'explosion. Ça m'a permis de quitter cette peinture conventionnellement abstraite, sans grande personnalité, pour commencer à travailler avec des choses plus personnelles.
Armand, dans les cachets, fait preuve d'une immense liberté, qui par la suite va s'étendre à toute son aventure de l'objet. C'est comme si, brusquement, à partir de ce grand geste libératoire des cachets, était née en lui une sorte de volonté, de dynamisme créateur qui se développe ensuite selon sa propre logique. On passe de façon très logique des cachets aux allures, qui sont justement des galets ou certains instruments plongés dans l'encre de Chine et ensuite projetés sur du papier ou sur de la toile. Et de là, très vite, on arrive à la grande idée, disons, qui manifeste bien ce qu'on peut appeler l'appétit culturel d'Armand à l'époque, c'est-à-dire l'accumulation tout venant qui s'incarne dans la poubelle. De toute façon, ton œuvre s'est cristallisée très vite en disant des branches d'expression extrêmement classiques. Il y a les accumulations, il y a les coupes, il y a les colères qui sont justement les destructions d'objets et les combustions. Je pense qu'il faut admettre chez lui cette espèce de foisonnement de la création, de l'invention. C'est un phénomène vital. Et ce phénomène vital, je pense qu'il prend sa vérité et sa véritable motivation dans toujours ce phénomène de liberté. Moi, je me rappelle, on a eu des rencontres des fois qui ont même été assez pénibles, parce que, on l'a rappelé une dernière fois, il fallait faire un choix, presque, à un moment donné, presque entre la famille et la carrière, chez Sonaben. Que je fasse des choses comme les accumulations et tout. Je ne peux pas m'empêcher de faire de la peinture, j'en ai besoin. Alors, j'ai trouvé une manière de faire de la peinture qui est assez proche du reste de ce que j'ai fait, ou des colères, ou des accumulations. Alors, il y a les accumulations de brosses et il y a les colères d'objets sur la peinture. Ah, ça, c'est une des poubelles des années, ce qu'on appelle la fin des années 60, 69, 70. Parce que j'avais trouvé un nouveau plastique on pouvait prendre d'une seule masse, un nouveau polyester où on pouvait tout prendre dedans. Alors, j'ai pu faire des poubelles complètes avec des produits organiques, du poulet, du fromage, n'importe quoi, et ça reste bloqué, protégé de l'oxygène, dans des volumes un peu plus grands que j'ai fait. Parce qu'en plus, la consommation avait augmenté. Comme la consommation a augmenté, il y avait plus de déchets. C'est fou, entre 1959-60, où j'ai fait les premières poubelles, parce qu'après j'en ai fait comme ça en France aussi, et 70, en 10 ans, la consommation en France s'était américanisée, et dans l'emballage, les couleurs et la quantité. Tout d'un coup, ce qui était un ménage, il y avait ça d'ordures en 59, en 70, il y a presque ça en 2 jours. C'est absolument affolant. C'est d'ailleurs un des grands trucs, je crois qu'un des grands problèmes des ordures sont les emballages des produits alimentaires. Et c'est suremballé, surconditionné, et c'est ça qui fait la plus grande pollution d'ordures au monde. Lorsque nous avons fait ce film, New York produisait 60 000 tonnes d'ordures par jour. C'est une grosse accumulation.
En tout, il doit en rester une dizaine dans le monde. Et ça non plus, il n'y en a pas tellement, j'en ai pas fait tellement. J'en ai fait en tout peut-être 40. Parce que je produis beaucoup, mais je fais des séries qui sont très distinctes. Et pour finir, dans toutes ces séries qui sont très distinctes, les objets sont rares.